Bonjour à tous et bienvenue dans ma pause diète, le podcast où on donne la parole aux diètes. Je m'appelle Alicia, je suis diète en devenir et je travaille chez Mon Suivi Diète, un logiciel pour les diètes. Chaque mois, je pars à la rencontre de diététiciennes et diététiciens passionnés par leur métier pour nous raconter leur histoire et nous partager leurs anecdotes, conseils, difficultés, réussites, questionnements et expériences. Diète en libéral, en hôpital, en clinique, en visio, à temps plein, chacun de mes invités partage ici sa vision de la diète, ses observations, ses coups de gueule, ses épreuves et la réalité du métier. J'espère que ce podcast vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai le plaisir de recevoir Solène Collin, diététicienne en libéral spécialisée en pédiatrie. Vous la connaissez d'ailleurs peut-être déjà sur les réseaux sociaux sous le nom de Solène Nutrition Enfant, où elle rassemble une communauté de 110 000 followers à qui elle partage quotidiennement des conseils alimentaires pour les parents en difficulté avec leurs enfants. Dans cet épisode, Solène nous raconte son parcours et comment elle en est venue à se spécialiser en pédiatrie et surtout, une nouveauté jamais vue chez Ma Pause Diète, la prise en charge des troubles autistiques chez l'enfant. Pour ma part, j'étais très intéressée de creuser avec Solène comment elle arrive à gérer la collaboration entre enfants, parents et ce trouble qui peut parfois être désarmant lorsqu'on débute. Mais croyez-moi, Solène est pleine de ressources et surtout nous permet de se plonger dans sa pratique et de donner quelques petites clés pour se faire confiance lorsqu'on souhaite se spécialiser en pédiatrie. Solène est aussi une véritable chef d'entreprise. Entre sa vie de jeune maman, son activité libérale, elle est aussi la cofondatrice de la plateforme en ligne Bon Appétit les Petits, qui propose une solution aux parents face aux problématiques alimentaires du quotidien qu'ils peuvent rencontrer avec leurs enfants. Elle a d'ailleurs fondé son propre podcast, bref, une vraie passionnée. Je vous laisse donc écouter notre échange avec Solène qui, je l'espère, vous plaira. Je remercie encore Solène pour son engouement et d'avoir pris le temps de participer à cet épisode et j'espère qu'il vous plaira. Ah, et pour celles et ceux qui écouteraient l'épisode jusqu'au bout, il vous attend une petite surprise. Je ne vous en dis pas plus. À bientôt! Bonjour Solène, je suis ravie de te recevoir pour cet épisode. Merci d'avoir répondu présente. Donc pour te présenter, tu es Solène, tu es diététicienne spécialisée en pédiatrie. Tu es aussi la cofondatrice de Bon Appétit les Petits, une plateforme en ligne qui propose une solution aux parents face aux problématiques alimentaires du quotidien qu'ils peuvent rencontrer avec leur enfant. Alors Solène, raconte-nous tout. Comment tu en es venue à t'orienter vers la diététique pédiatrique? Alors, merci déjà de l'invitation. Ça me fait très plaisir de parler de ce sujet qui me passionne. Donc moi, je suis diététicienne pédiatrique. Je travaille qu'avec des enfants entre 0 et 12 ans, principalement avec une spécialisation sur les troubles de l'oralité ou aujourd'hui ce qu'on appelle les troubles alimentaires pédiatriques. Depuis peu, là, je viens de valider, j'ai un diplôme universitaire sur les troubles de l'oralité du jeune enfant. Et après, j'accompagne aussi des enfants, des jeunes enfants sur toutes les problématiques surpoids, obésité. J'ai l'habitude de dire qu'en général, quand les parents ou les enfants franchissent les portes de mon cabinet, c'est qu'il y a des difficultés alimentaires, quelles qu'elles soient. Je fais vraiment beaucoup, quasiment que ça, de la difficulté alimentaire, quelle qu'elle soit. Voilà, j'ai fait pas mal de formations privées. J'accompagne également les enfants qui peuvent avoir un trouble du spectre autistique, parce qu'on sait qu'il y a une grande partie de ces enfants-là qui souffrent de troubles de l'oralité. Puis voilà, comment j'en suis venue à faire les enfants, je sais pas, je pense que d'être devenue maman, ça m'a forcément un petit peu orientée. Quand je me suis lancée dans l'activité de diète, j'ai tout de suite fait les enfants en fait. J'adore travailler avec les enfants. Quelquefois on me dit quand je parle avec des collègues qui font les adultes, "Ah mais comment tu fais? C'est pas simple." Et en fait moi je trouve ça 1000 fois plus simple qu'avec les adultes. J'aime beaucoup l'approche avec les enfants. La dynamique avec le parent, l'approche familiale est super intéressante. Donc c'est venu assez naturellement et je pense que d'être maman moi-même, ça m'a un petit peu orientée sur le sujet. Ouais, ça t'a aidé sur le sujet. Tu as aussi t'as aussi un compte Instagram qui tourne bien, on va se le dire, hein, parce que t'es quand même t'es à 90 000 abonnés, c'est pas mal, c'est une jolie communauté. Donc tu t'es lancé sous le nom de Solène Nutrition Enfant. Et quand tu t'es lancé, qu'est-ce que tu attendais au moment où tu t'es lancé sur Instagram? C'était vraiment transmettre ton savoir aux mamans, c'est fait spontanément. Alors j'ai commencé Instagram avec quelque chose qui n'avait rien à voir. J'avais un compte pour mon chien, mais c'est un truc improbable.
Non, mais rien à voir. À la base, Instagram, j'y suis allée parce que j'aimais ça, en fait. Parce que j'aimais bien, j'aimais ça, etc. Et puis, au fil du temps, en faisant mon diplôme et en cherchant un peu des pistes, je me suis dit, mais en fait, il y a tellement à faire sur Instagram. Vu que c'était un réseau qui me plaisait énormément, je me suis dit, bon, bah allez, on va partager de l'info. Au départ, j'avais aucune idée de tout ce que ça pouvait apporter parce que c'est un outil qui est extrêmement puissant, c'est assez incroyable. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, mais c'est assez puissant. J'y suis allée parce que j'aimais ça, parce que j'avais envie de partager des choses, parce que je trouvais qu'en fait c'était beaucoup plus intéressant plutôt que de critiquer tout ce qui se faisait, d'apporter soi-même une proposition. Donc je me suis dit bah allez, je vais aller proposer moi ma vision des choses, tout ce que j'ai pu lire. Il faut se dire aussi que sur la nutrition enfant, il existait beaucoup de choses, hein, notamment sur les bébés. Sur Instagram, on sait, hein, des comptes bébés, il y en a des tas. Mais par contre, il y avait pas grand monde, voire quasiment personne. Il y avait un autre gros compte qui en parlait, mais tout ce qui était difficulté alimentaire, parce qu'en fait, je trouvais qu'on disait beaucoup aux parents, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut manger des légumes, enfin, il faut que votre enfant mange ci. Enfin, voilà, il faut, il y en a partout sur Internet. D'ailleurs, ça crée beaucoup d'anxiété chez les parents. Mais pour autant, personne nous disait comment faire quand ça coinçait. Et du coup, j'ai voulu lancer un compte petit à petit. J'en suis arrivée là et je me suis rendu compte que ça a marché, tu vois. Donc, de fil en aiguille, ça s'est développé. Mais mon idée, c'était de proposer aux parents bah ouais, comment on fait? Comment on fait avec notre réalité de parents, avec un enfant qui refuse? S'il y a des parents qui écoutent, qui ont des enfants entre 2 et 3 ans, hein, même qui sont professionnels diète, mais qui ont peut-être des enfants, bah, ils sauront de quoi je parle. Comment on fait? En fait, j'avais pas envie d'apporter une énième source de il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, j'avais envie d'apporter du ludique, une autre approche et vraiment des choses concrètes aux parents. Et j'ai l'impression que ça a bien. Oui, on le voit. Est-ce que tu t'es sentie de suite légitime à en parler? Tu avais combien de temps d'activité? D'ailleurs, tu as ton diplôme depuis quand? J'avais 0 temps d'activité. J'ai lancé Instagram, j'étais pas diplômée. Donc en fait, au tout début que j'ai lancé Instagram, c'était pendant mes études. Moi, j'ai mon diplôme depuis 2 ans seulement. En 2 ans, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai lancé mon compte, j'étais pas diplômée encore, donc au début, je donnais des conseils, tu sais, un petit peu basique, quoi. C'est les conseils que tu peux trouver. Et puis après, au fil du diplôme, j'exerçais pas, hein, je faisais pas de consultation. Je n'étais pas diplômée. Je n'ai jamais fait de consultation tant que j'étais pas diplômée. C'était vraiment du partage d'infos, de ce que je pouvais lire, de ce que je pouvais apprendre en cours. Et comme ça, en fait, petit à petit, j'ai déjà créé une petite communauté. Et finalement, le jour où j'ai eu mon diplôme et où j'ai ouvert les consultations, j'avais déjà, en fait, ma patientèle. J'ai commencé mon activité et finalement ma patientèle était déjà là grâce à Instagram. Donc moi, ça fait 2 ans et en 2 ans, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai passé le DU et je me suis spécialisée. Et pour moi, ça c'est la clé et ça me permet d'être performante en 2 ans. Quand tu t'es lancée du coup et que tu avais donc déjà ton compte Instagram, t'as commencé sans cabinet du coup, tout en visio? En fait, c'est un peu spécifique parce que quand je me suis lancée, en fait, j'ai passé le diplôme en même temps que j'ai élevé ma fille. Ma fille venait de naître, j'ai passé le diplôme. Donc en fait, ma première année où j'ai été diplômée et où j'exerçais, je gardais ma fille encore parce qu'elle était petite, elle n'allait pas encore à l'école. Donc oui, la première année où j'ai exercé, je faisais de la visio. Je faisais de la visio pendant ces sièges, je faisais beaucoup de visio le soir. Et après, ça a duré du coup 1 an. Et donc j'ai pris et ensuite je suis passée sur un cabinet en présentiel. L'activité en présentiel est en train de se développer fortement parce que je suis installée avec des orthophonistes, on fait plein de rencontres pluripro, mais j'ai aussi une grosse part de mon activité, oui, qui est en visio. D'accord. Et donc le cabinet t'es installé avec aussi des orthophonistes, c'est intéressant ça doit faire du sens et beaucoup de liens. En fait, oui, je les ai rencontrés via une patiente. En fait, via une patiente que j'avais en consultation, j'ai appelé l'orthophoniste pour faire du lien parce que j'appelais toujours les professionnels. Mon but, c'était de faire du lien avec un maximum de personnes en présentiel. Et un jour, ma future collègue m'a dit, m'a rappelé pour me dire, mais au fait, personne fait ça en fait. Il y a aucune diète dans le secteur qui fait ça. Est-ce que il nous reste un bureau? Est-ce que tu veux venir t'installer avec nous? Et les orthophonistes sont la première profession qui est en ligne entre guillemets dans le traitement des troubles de l'oralité. Et donc du coup, ça a énormément de sens. Elles m'ont beaucoup appris. On partage énormément et c'est super intéressant. Tu parles alors j'y viens, j'ai fait un peu dans le désordre, mais le trouble de l'oralité, est-ce que tu peux nous en parler, justement, ta spécialité? Oui, alors trouble de l'oralité qu'on appelle aujourd'hui trouble alimentaire pédiatrique, en fait, c'est une
des ingestats qui vont pas être en adéquation, qui sont inappropriés par rapport à l'âge de l'enfant et qui vont être associés à des problèmes médicaux, à des problèmes nutritionnels, à des compétences alimentaires ou à un dysfonctionnement psychosocial. Finalement, si on donne des exemples concrets, ça va être des enfants, par exemple, que je reçois qui ont 3 ans et demi et qui vont encore s'alimenter quasiment exclusivement de lait ou de purée. Donc, on voit bien que déjà, il y a un problème sur les apports nutritionnels, parce que ça suffit pas à couvrir tous les apports nutritionnels dont a besoin un enfant de 3 ans et demi. Puis on voit aussi que en termes de compétences alimentaires, il y a pas de mastication. C'est des enfants qui vont pas manger à l'école, qui vont pas manger à la crèche. Donc ça englobe pas mal de choses, le trouble alimentaire pédiatrique, mais c'est vraiment ces 4 aspects un petit peu qu'on recherche chez un enfant qui arrive et qui a une alimentation finalement qui n'est pas appropriée à son âge. Ça peut être aussi sur des enfants de 6 ans qui ont une sélectivité alimentaire qui est très marquée, qui vont manger 4-5 aliments. Et en fait, c'est vraiment cette spécialité, le trouble de l'oralité, trouble alimentaire pédiatrique. Ma collègue dit ça, c'est l'enfant, il arrive, les parents sentent que ça coince. Souvent, on entend beaucoup, ils mangent pas, c'est difficile depuis le début, on sait plus quoi faire, etc. Et nous, notre job, en fait, ça va être sur un peu les aspects qu'on connaît, à force, d'aller mener l'enquête de pourquoi ça coince, à quel endroit ça coince, et bien sûr après de le travailler. Et est-ce que tu penses pas est-ce que du coup tu fais vraiment, tu prends le parent et l'enfant d'un côté, ou est-ce que c'est les deux en même temps? Tu souris, c'est une question qu'on pose souvent, non? Ouais, non, mais c'est une grande question parce que j'en parlais avec mes collègues justement. Ça dépend. C'est-à-dire que on sait quand même que dans le trouble alimentaire pédiatrique, il y a une dimension psychocomportementale. Et la dimension psychocomportementale avec un enfant de 3 ans, et même avec un enfant de 6 ans finalement, ça passe par le parent. Donc en fait, le parent est forcément un partenaire avec nous, c'est hyper important. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelquefois un enfant qui va avoir des difficultés oromotrices, un enfant qui n'arrive pas à mastiquer, qui a pas une mastication efficace, qui a une langue qui a pas de mobilité linguale. Là, on est quand même obligé de travailler avec l'enfant. Donc en fait, c'est un petit peu ça. Les bilans, on les fait avec les deux. Avec parents et enfants, mais après, en fonction de ce qu'on peut évaluer, soit on fait des séances avec l'enfant, soit on fait des séances avec le parent. Ça dépend un petit peu de sur quel aspect on travaille. Mais le parent, la prise en charge finalement globale, et le parent, bien sûr, qui a un rôle énorme à jouer. Ça, c'est pas de sa faute. L'idée, le parent n'est pas responsable, mais par contre, le parent a un rôle essentiel dans la prise en soin. On ne peut pas faire comme sans le parent, c'est impossible. Parce que le but, en fait, tout ce qu'on fait en séance, c'est que ça soit reproduit à la maison, que ça soit mis en place et surtout qu'on y arrive. Il y a beaucoup d'enfants qui vont faire des choses en séance et à la maison avec les parents, ça coince. Je pense que tous les gens qui ont des enfants savent que les enfants c'est pas tout à fait pareil avec nous ou sans nous. Donc du coup, nous, notre job, c'est de faire en sorte que le parent arrive à reproduire tout ça à la maison. Je pense à ça parce que tu as l'air vraiment à l'aise dans ton domaine et dans ta spécialisation, alors que finalement 2 ans c'est peu et en même temps ça peut être beaucoup selon ta pratique. Mais je trouve que le BTS en tout cas si tu as fait le BTS diététique, du coup tu me disais, le BTS diététique nous donne pas toutes ces clés. Et comment t'as fait tu sembles vraiment à l'aise pour vraiment arriver à ce degré-là où on sent que tu es à l'aise, tu as vraiment un seuil de connaissance performant, quoi. En fait, je fais que ça. Pour moi, la clé, c'est la spécialisation. Et le BTS, on parle pas du tout. Enfin, je veux dire, il y a rien qui existe de l'oreille, absolument rien. Moi, je me suis lancée à faire ça, mais en fait, je ne fais que ça. C'est-à-dire que je fais vraiment, l'année dernière, j'ai fait plus de 800 consultations patients. J'ai eu la chance, en fait, quand je me suis lancée, grâce à Instagram, j'ai eu la chance d'avoir tout de suite une patientèle. Donc, en fait, j'ai pu tout de suite énormément apprendre par les patients. J'ai pas dû attendre 2 patients par-ci, 2 patients par-là, etc. Donc, en fait, j'ai fait à la fois énormément de formations privées. Franchement, j'ai passé les 2 dernières années à faire que ça, plus le diplôme universitaire. Donc, j'ai fait énormément de formations privées. Que sur ça, je faisais que ça, je ne fais que ça toute la journée. Et après en parallèle, j'ai eu la chance grâce à Instagram d'avoir tout de suite une patientèle importante. Donc en fait, l'un dans l'autre, je me suis très vite spécialisée. Pour moi, la spécialisation, c'est la clé. On peut pas être expert dans tout, c'est impossible. Et ça m'a permis aujourd'hui d'acquérir un niveau
de connaissances et de compétences sur les troubles alimentaires pédiatriques qui me permet d'être assez confiante dans l'exercice de ma pratique. Je ne fais que ça. Après, je fais aussi de surpoids, obésité en parallèle parce que des troubles alimentaires pédiatriques, quand l'enfant grandit, quand vous mangez que des frites et des nuggets, ça peut poser d'autres problématiques. Donc petit à petit, en fait, je vais venir ajouter des choses. Je veux dire, je pense que dans les prochaines années, je vais travailler sur d'autres choses. Mais là, en fait, le cœur de ma pratique pendant des mois et des mois, ça n'a été que les troubles de l'oralité. Donc en fait, quand vous avez vu des centaines et des centaines de familles, forcément, à force, on sait un petit peu de quoi on parle. Tu te souviens de ton premier patient ? Ouais, je me souviens de ma première consultation. C'était un petit peu stressant. Mais j'avais tellement lu en fait avant et j'avais aussi fait des formations, des formations en e-learning, en webinaire, etc. que je m'en souviens, j'étais stressée. Et en même temps, ça a été parce qu'en fait, on se rend compte quand même que la plupart du temps, quand on est ultra spécialisé comme ça, on veut en dire trop, on veut en dire beaucoup. Et finalement, le parent en face, déjà rien que d'avoir quelqu'un qui l'écoute et qui lui dit pas, ah, non mais, moi dans ma spécialité, qui lui dit pas, ah non mais ça va passer, vous êtes trop stressée madame. Déjà, rien que ça aide. Et au final, peut-être que sur une consultation de 1 heure, il va retenir 2-3 points clés, on va semer des graines, etc. Donc, ça a été. Mais je me souviens, c'était stressant, mais je me suis lancée. Et en fait, le fait d'avoir j'avais orienté mon compte Instagram vers ça et d'avoir fait directement que ça, finalement, je suis devenue très vite à l'aise parce que les patients, ils vous racontent dans ce cas-là, dans ma spécialité, très souvent la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, quand un patient arrive, on arrive bien à voir, parce que c'est très souvent les mêmes choses finalement. Tu dirais que tu as des patients, en tout cas, tu reçois du coup les patients sont souvent des parents, je suppose. Est-ce qu'ils arrivent inquiets ou vraiment tu sens que c'est juste de l'information qu'il faut leur transmettre? Non, pas du tout. Ils arrivent pas du tout. Enfin, vu qu'on est sur l'alimentation. Vu que je travaille sur les difficultés alimentaires, c'est un point de douleur très fort chez les parents. C'est-à-dire que quand vous réussissez pas à alimenter votre enfant, ça fait mal, c'est très compliqué, ça renvoie à beaucoup de choses. En plus, vous avez la société autour qui vous dit il faut que votre enfant il mange varié, il faut que votre enfant il mange des légumes. Donc en fait, non, je te cache pas que moi j'ai beaucoup de parents qui arrivent en consultation et pas mal de mamans qui pleurent en fait dans le cabinet. Donc ils viennent pas du tout chercher l'information, ils viennent parce que ils sont au bout du rouleau et qu'ils savent plus quoi faire. Donc c'est un sujet, franchement, les difficultés alimentaires, c'est un sujet. Ça, je parle vraiment pour les patients en troubles alimentaires pédiatriques. Pour les patients surpoids obésité, c'est un peu différent. C'est plus comment on peut avoir une approche, etc. C'est un peu différent. Mais sur les troubles alimentaires pédiatriques, oui, c'est des parents ils veulent plus que de l'information, ils veulent que les choses changent parce que quand votre enfant mange que des frites et des nuggets, non seulement vous êtes inquiet, à l'école ça coince parce qu'il mange rien à la cantine, et puis la société vous renvoie en permanence quelque part que vous avez raté quelque chose, ce qui est complètement faux. Mais du coup, ça fait beaucoup de choses pour les parents qui se sentent pas très bien. Oui, ils doivent avoir un sentiment de culpabilité. Et justement, comment tu gères les parents sur ce sentiment de culpabilité-là parce que finalement, ça revient aussi à moins parler de nutrition et plus parler de l'aspect psy, en fait. C'est vrai que moi, je donne rarement des conseils. Il faut manger des. Enfin, vous voyez, c'est vrai que c'est ce que j'essaye de véhiculer sur les réseaux aussi, beaucoup de déculpabilisation. C'est bien toute l'information qu'on a aujourd'hui et tant mieux pour la santé, etc. Mais ça met un tel poids sur les épaules des parents que l'anxiété que ça peut générer, c'est délétère à force. En fait, ça peut vraiment devenir délétère. C'est un peu ce qui est difficile avec les messages de prévention. C'est qu'il faut cibler les bonnes personnes. Souvent, ça cible des personnes qui en font déjà beaucoup et qui veulent en faire encore plus et du coup qui se mettent de la pression. Et quand vous mettez de la pression en tant que parent, vous mettez de la pression sur votre enfant. Et ça, pour l'alimentation, c'est pas terrible. Donc ça, c'est pas simple. Donc oui, il y a un gros travail de déculpabilisation, de lâcher prise, et puis de se dire aussi que tout ce que vous disent les autres et tout ce que pensent les autres, on s'en fiche parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, parce que et que finalement de rendre les parents acteurs. Le but aussi, c'est de leur apporter des solutions. C'est pour ça que ce que je disais au début du podcast, le côté il faut faire ci, il faut faire ça. D'accord, ok, c'est bien gentil, mais comment on fait? Comment on fait quand on a un enfant qui ne veut pas ouvrir la bouche, qui ne peut pas? Quand je dis qui ne veut pas, surtout qui ne peut pas. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? Donc oui, il y a un gros travail comme ça d'accompagnement, de guidance parentale, et puis aussi de leur redonner ça. C'est ce que j'essaye de faire beaucoup sur les réseaux, mais
de la motivation, de la bonne humeur, du positif et de dire qu'on peut y arriver et qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, vraiment plein de choses. Tu disais au début de podcast aussi que tu t'occupes aussi des troubles autistiques. Ça, c'est une particularité qui doit te demander vraiment beaucoup d'expertise, en tout cas, te demander une certaine sensibilité et une approche un peu pas commune de ce qu'on a appris déjà au BTS, mais comment tu le gères ça? Alors déjà, je me suis formée aux côtés de personnes qui sont vraiment top. Les gens qui travaillent avec les enfants qui ont un trouble du spectre autistique, en général, sont des personnes assez extraordinaires. Et faut se former et faut se lancer. Et en fait, il y a beaucoup de professionnels qui n'osent pas se lancer dans la prise en charge des enfants avec un trouble du spectre autistique, qui ont peur parce qu'on sait pas, parce qu'on connaît pas. Et en fait, j'ai fait une formation que j'ai trouvée très intéressante, d'ailleurs de Laure de Planète TSA, que je recommande parce que c'était une formation parents professionnels. Et c'était super intéressant parce qu'en fait, on a pu parler aux parents et dire, voilà, nous, on n'est pas... Les parents sont... Quand vous avez un enfant qui a un trouble du spectre autistique, vous êtes expert de votre enfant, vraiment. Donc, les parents sont experts de l'enfant. Et donc, nous, parfois, en tant que professionnels, on a un peu peur. On se dit, on va peut-être pas y arriver. Et les parents, en fait, dans cette formation, ont été hyper rassurants en disant, déjà, si vous nous ouvrez vos portes, déjà, on est content. Parce qu'il y a très peu de professionnels qui nous ouvrent les portes. Donc déjà, si vous nous ouvrez les portes, on est content, et de trouver un pro avec lequel on peut essayer d'avancer, etc. Ça demande de l'expertise et en même temps, pas tout à fait, parce qu'en même temps, faut pas attendre d'avoir de l'expertise pour se lancer, parce que sinon on n'apprend jamais. Donc je pense qu'il faut juste y aller, montrer aux parents qu'on fait du mieux qu'on peut, qu'on se forme, qu'on essaye des choses, que peut-être que parfois ça va marcher, peut-être que parfois ça va pas fonctionner, mais en fait, il faut juste oser se lancer. Je pense qu'il faut y aller, il faut se lancer. De toute façon, on acquiert de l'expérience en étant dans le dur, quoi, entre guillemets. Moi, il y a des enfants, même au cabinet, tous les jours, mais j'ai des collègues mes collègues, on parle, on n'a pas la science infuse. Je veux dire, on n'a pas la solution miracle, on n'a pas la science infuse, c'est difficile. L'oralité alimentaire, c'est difficile. Et pour les professionnels, parfois, ça met un peu en épuisement. Mais, parfois, on se retrouve et on dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Je suis coincée, je sais plus quoi. Et entre pros, on parle, on trouve des solutions avec le parent. Enfin, voilà, il y a toujours une solution. Et la relation, je trouve ça va être très intéressant, la relation avec l'orthophoniste, comment ça se fait entre vous? C'est-à-dire comment vous travaillez, vous collaborez ensemble sur une consultation, par exemple? Est-ce que vous officiez ensemble ou c'est vraiment chacun a sa consultation différente et vous allez échanger sur le cas? Alors, on fait pas des consultations conjointes parce que déjà, on n'a pas la même facturation. L'orthophoniste est prise en charge par la sécurité sociale, donc ça serait un petit peu compliqué de le faire. Je sais qu'il y a des professionnels, par exemple en formation, j'avais vu des professionnels qui faisaient des consultations conjointes orthophoniste et kiné, parce que les deux sont prises en charge par la sécurité sociale. Nous, on l'est pas. Donc non, on fait des consultations séparées. Après, c'est certainement propre à chaque cabinet et à chaque orthophoniste, ça dépend. Mais nous, ici, moi, en fait, elles m'ont beaucoup formée parce que le but, c'est qu'il y a beaucoup de patients qui arrivent chez moi parce qu'on sait que les délais en orthophonie sont en termes de mois, voire d'années. C'est super long. Il y a très peu de place. Donc, le but, c'est absolument pas de remplacer une orthophoniste. Moi, je ne fais pas de rééducation, des choses comme ça. Par contre, quand un enfant vient en consultation, je sais faire le bilan, l'anamnèse, je sais repérer pas mal de choses. Et après, en fonction de ce que je détecte, je renvoie en orthophonie pour, si besoin, il y a une rééducation. Et elles, à l'inverse, quelquefois, elles disent, moi, là, en matière d'orthophonie, j'ai fait tout ce que je pouvais. Pour moi, tout est OK. Ce qui reste, entre guillemets, selon moi, c'est plus du psycho-comportemental. Et donc, je vais renvoyer vers Solène parce que, elles ont aussi une liste d'attente qui est assez longue et que, le psycho-comportemental, elles se disent que moi, de mon côté, je peux le prendre en charge. Donc, en fait, nous, on a trouvé ce système de fonctionnement. Après, chacun peut trouver son système. Ça dépend des professionnels avec qui on travaille. Je parlais avec une autre orthophoniste, une autre collègue qui est pas dans le même secteur, mais qui, elle, aime bien faire du psycho-comportemental, qui va m'orienter des patients plus pour des idées de recettes, pour si on peut faire un point, parce qu'on fait quand même des points sur la nutrition, pour détecter d'éventuelles carences. Parce que quand on mange que des frites et des nuggets, à un moment donné, je fais aussi le métier, on va dire, plus classique de le dépistage de la dénutrition chez l'enfant qui est super important et qui est quand même assez présent chez des enfants qui mangent très peu variés, des éventuelles détections de malnutrition avec des carences, avec la proposition pourquoi pas de supplémentation de compléments alimentaires. On travaille beaucoup aussi avec les gastropédiatres. Donc en fait,
les diètes en oralité, je te cache pas que moi, j'en connaissais pas. Donc, en fait, je me suis un peu créé mon job, hein. Je me suis créé mon job avec mes collègues en respectant mon champ de compétences et en réorientant vers d'autres professionnels. Voilà. J'ai pu trouver ma place. Moi, je voulais essayer de comprendre ça. Comment intervient l'orthophoniste et comment toi interviens toi dans le sens, qu'est-ce que l'une et l'autre s'apportent? Sur quoi l'orthophoniste va travailler et sur quoi toi tu vas travailler exactement? L'orthophoniste, par exemple, elle va travailler sur tout ce qui est oromoteur. Il y a des enfants qui vont ortho parce qu'ils n'arrivent pas à mastiquer. Donc déjà, l'orthophoniste, c'est vraiment la spécialiste de tout ça. Donc, elle va travailler sur l'oromoteur. Les orthophonistes travaillent aussi sur le sensoriel. Mais en fait, ce qui est difficile en oralité, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types de professions qui interviennent. Il y a les orthophonistes, il y a les ergothérapeutes, les psychomotriciennes. Maintenant, il y a les kinés maxillofaciales, et il y a les diètes, il y a les psychologues. Et en fait, c'est pas forcément très très segmenté tout ça. C'est pas toi tu fais ça et moi je fais ça. Je veux dire, moi quand je reçois un enfant en séance, je fais du sensoriel. Je vais pas faire de l'oromoteur parce que pour moi ça c'est de la compétence de l'orthophonie, mais je peux faire quand même du bilan et proposer quelques petits exercices aux parents, mais ça c'est de l'orthophonie. Donc en fait c'est difficile de te dire exactement parce que ça dépend avec qui tu travailles, ça dépend un petit peu ça. Après, c'est sûr que quand elles ont des questions sur la nutrition, elles réorientent plutôt vers moi. Donc, il faut pas se mentir. Aujourd'hui, dans les troubles de l'oralité, il y a pas mal de professions qui vont avoir tendance à s'entrecroiser. Ce qui d'ailleurs ne rend pas du tout le truc très clair pour les parents. Parce que c'est le parent. Mais en fait, c'est très personne dépendant. Peut-être qu'une diète, elle travaillera pas du tout comme moi je travaille. Déjà, tu as bien éclairci la chose. Je vois un peu plus ce que chacune peut s'apporter et où est-ce que vous allez. C'est déjà un petit peu plus clair. Ce que je voulais te demander aussi, c'est comment tu fais pour avoir autant d'idées sur Instagram, parce que ça doit te demander un travail à côté du travail que tu effectues déjà, qui quotidiennement doit être quand même assez prenant. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai mon cabinet libéral, mais j'ai aussi une autre entreprise à côté, la Cuisine des Petits, avec qui donc j'ai mon cabinet libéral, j'ai la Cuisine des Petits, donc ça c'est mon entreprise, c'est une plateforme en ligne qu'on a créée pour accompagner les parents, et à côté j'ai Instagram. Donc j'ai un peu ces trois trucs là, c'est chargé. Comment j'ai des idées sur Instagram? Finalement en fait, les idées, elles me viennent de ma pratique quotidienne. Tu vois, les parents vont te dire toujours les mêmes phrases en consultation. Toujours, toujours. Donc, en fait, la clé sur Instagram, c'est de repérer ces phrases-là et d'aller les mettre sur Instagram pour que la personne qui scrolle, hop, elle se repère tout de suite. Donc, en fait, les idées, elles sont pas compliquées à trouver quand tu fais ça tous les jours. Finalement, c'est te dire... je te dis, c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent, c'est tout le temps les mêmes sujets qui reviennent. Donc après, il suffit de les adapter au format Instagram. Ça prend du temps et en même temps, moi, j'adore. Donc je vois pas ça en me disant, je suis pas du tout allée sur Instagram en version, bon, il faut que j'aille sur Instagram, c'est une obligation et tout ça. Pas du tout. J'adore Instagram. Donc en fait, c'est du plaisir. Après, oui, je te cache pas que tu vois, pour faire monter mon compte là où il en est, ça fait 2 ans que le soir, pendant 1h30, je fais ça. Enfin, je veux dire, je regarde pas Netflix le soir, je fais pas tout ça, quoi. Je fais Instagram. Donc, c'est un choix, mais ça m'apporte tellement en termes professionnels. Aujourd'hui, j'entends beaucoup, parce que ça, on entend beaucoup il y a beaucoup de diététiciens, diététiciennes qui n'arrivent pas à vivre de leur activité. Et ça, c'est dommage parce que aujourd'hui, moi, j'arrive pleinement à vivre de mon activité et il y a plein de projets et je suis pas mal sollicitée. Et ça, c'est grâce à Instagram. Donc, ça vaut le coup de passer 1 heure tous les soirs, je trouve. Alors, est-ce que tu penses que c'est pas Instagram et aussi le fait quand même que tu t'es spécialisée dans un domaine qui finalement, où tu me disais toi-même tout à l'heure, il n'y avait pas forcément justement de réponse à cette demande? Si, il y en a. Si, parce que tu as d'autres professions. Tu vois, je veux dire, tu as des orthophonistes qui parlent de ça, tu as des ergothérapeutes, tu as une ergothérapeute qui est très connue sur Instagram qui parle de ce sujet-là. Donc, oui, après, c'est juste qu'il y a il y a des sollicitations, on cherche certains profils, il y a de la place pour tout le monde sur Instagram. Je pense que les gens sur Instagram, ils cherchent aussi une personnalité, une façon de parler, et que même si on était 10 à faire la même chose, il y aurait de la place parce que finalement, on serait 10 à le faire de façon différente. C'est ce que je me dis. Tu délègues un peu Instagram, c'est-à-dire que tu as quelqu'un qui t'accompagne ou tu gères vraiment toute seule? Absolument pas, je délègue pas. Je suis
je suis contre, entre guillemets, contre ça parce qu'Instagram c'est moi, parce que ce sont mes idées, c'est ma façon de faire, j'ai pas du tout envie de tomber dans le truc Instagram de trucs profil entreprise là sans saveur et sans peps parce que ça prend beaucoup de temps et en même temps j'aime ça et je trouve ça hyper important que ça reste moi. Enfin, les gens ils me parlent à moi, donc en fait c'est moi qui ai envie de répondre et je veux dire, vu qu'on est quand même sur un sujet très spécifique, quelqu'un qui ne s'y connaît pas dans ce sujet-là, comment vous voulez qu'il réponde à un parent qui va écrire quelque chose? Enfin, c'est hyper compliqué. On est sur un sujet qui est un peu, qui est pas compliqué en soi, mais je veux dire, il faut juste le connaître. Voilà, pour moi, ça a pas de sens. Je délègue plein d'autres choses. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a, enfin, une secrétaire, on a une copywriter, on a un monteur podcast, enfin, on a une agence web, une agence internet. Donc, on a beaucoup de prestataires, hein, mais pas sur Instagram. Quand tu dis on a, sur tes autres activités? C'est avec mon associé sur l'entreprise de la cuisine des petits, ouais. D'accord, ok. Oui, voilà. Mais bravo, hein, parce que ça doit te demander beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps aussi, mais ça donne espoir parce que effectivement, comme tu le disais, j'ai beaucoup de jeunes diètes qui hésitent à se lancer sur les réseaux et puis qui aussi n'y croient plus, hein. Aussi, il y en a beaucoup aussi qui y croient plus. Et puis comme c'est du temps et que quand tu te lances, c'est pas toujours évident, voilà. Mais quand tu faisais tes études de diète, tu pensais que tu allais en arriver là? Tu pensais vraiment te diriger vers tout ça? Pas du tout. Moi, j'ai commencé à Instagram, j'avais 200 abonnés. Enfin, mon compte est monté assez vite parce qu'il m'a fallu du coup 2 ans, un an et demi pour en arriver là. Mais pas du tout. J'ai commencé Instagram avec ma caméra, comme tout le monde, à tester des choses. J'avais cru comprendre que c'était apporteur de business, mais jamais j'aurais pensé autant. Enfin, c'est incroyable, c'est puissant. Enfin, moi, si j'avais un conseil, mais que ça soit Instagram, TikTok, LinkedIn, n'importe quel réseau social, pour moi, on ne peut pas ne pas y être. C'est indispensable. Après, sauf si on développe beaucoup de choses en local, qu'on a envie de faire autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est, ça apporte tellement. Et il n'y a pas besoin d'avoir un compte à 90 000 abonnés. Je pense que déjà, même un compte un plus petit peut apporter des choses. Donc, je pensais pas du tout en arriver là. Je pensais pas que ça plairait autant. Je suis toujours un peu étonnée. Je suis contente et ça m'a débloqué, ça m'a fait faire plein de rencontres et c'est fou. Mais en fait, j'ai rien fait de spécial. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense que tout le monde peut le faire. En fait, finalement, faut juste parler avec ses tripes, faut être soi, faut apporter quelque chose de différent. C'est vrai que je pense qu'il faut apporter un petit peu quelque chose de différent parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens sur Instagram, mais il y a de la place pour tout le monde. Et il y a des comptes, d'ailleurs, on les voit, qui montent très vite. Enfin, moi, quand je me suis lancée sur Insta, tu vois, j'avais des comptes que je suivais, et aujourd'hui, je les ai dépassés. Et en fait, c'était un petit peu un objectif, tu vois, personnel. Et au final, j'ai réussi. Donc, c'est qu'il y a de la place. Et je suis persuadée que demain, il y aura peut-être une jeune fille ou quelqu'un d'autre qui viendra et qui me fera peut-être exploser le compteur et qui fera la même chose que moi. Et tant mieux, en fait, ça apporte de la nouveauté et c'est chouette. Oui, puis ça répondra à une autre demande. Enfin, je veux dire, comme tu disais tout à l'heure, il y a de la place pour tout le monde. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu as à nous raconter, on va faire les deux, la consultation où tu as eu une finalité, vraiment tu t'es senti qui était incroyable pour toi, ou vraiment quand tu y repenses, tu repenses avec émotion, et ta pire consultation aussi. Après des consultations, là j'ai fini par exemple le suivi avec une petite fille de 5 ans et demi qui est arrivée au cabinet. On a mis 4 mois, on a fait un suivi de 4 mois, qui est arrivée au cabinet, qui mangeait franchement 4-5 aliments, les repas c'était tendu, ça se passait pas bien, enfin c'était en plus c'est un âge 5-6 ans où il faut faire un petit peu attention quand même sur le comportement alimentaire, etc. Donc c'était pas et au bout de 4 mois, on a réussi à avoir une petite fille qui goûte à tout. Elle est arrivée pour la fin du suivi, elle m'a fait un cadeau, elle avait fait des petits fruits et légumes en perles comment on appelle ça, les perles à coller, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et c'était trop mignon. Et d'ailleurs, je les ai à côté de moi, là, sur mon bureau, et tout le monde était content. Je pense que la petite fille était vraiment contente, la maman aussi. Enfin, et donc ça m'a fait plaisir. Mais ça, finalement, ça arrive, ça arrive parce qu'on arrive à faire bouger les choses. C'est vraiment le but, c'est ça, c'est de donner un message d'espoir aux gens qui ont un enfant qui est dans cette situation. C'est qu'on peut faire des choses. Des pires consultations,
Tu veux dire où je me suis sentie Une consultation, je te dis pas où ça s'est forcément mal passé avec le patient, mais où toi tu t'es sentie vraiment vulnérable, ou peut-être où tu paniquais, ou des choses comme ça. Il y a en fait le plus difficile dans nos consultations, c'est que moi j'avais une consultation comme ça. C'était un petit garçon, 3 ans et demi. Franchement le 3 ans là, il était pas facile du tout. Et en fait, il était très sélectif, etc. Moi, j'arrivais à le faire. Il jouait, mais en fait, il mettait tout dans la bouche, faire cracher, recracher. Enfin, c'était très, très comportemental. Et je pense que là, il me manquait les clés pour réussir à agir. D'ailleurs, du coup, j'ai dit à la maman, je suis désolée, mais moi, je pense que là, ça coince. Et je l'ai orienté vers une prise en charge avec une psychologue. Donc oui, il y a des consultations où on se dit, mais ça coince. Celle-là, c'est une où, ouais, je me suis dit, là, je vais pas y arriver, je pense que je suis pas la bonne personne, et du coup j'ai réorienté. Mais j'espère que ça arrivera de moins en moins. C'est le but. Là, tu me parles d'un cas. Je pense que ça t'arrive pas souvent, mais quand ça t'arrive, c'est quoi ton mindset? Tu te dis quoi à ce moment-là? Tu te dis, je réoriente, mais la prochaine fois, je ferai mieux, et je vais travailler là-dessus. Bah déjà, enfin, plus j'apprends et plus j'ai des cas qui bloquent, plus je cherche des formations. Tu vois, là, en ce moment, moi, j'ai énormément envie d'aller vers tout ce qui est l'anxiété. Aux États-Unis, ils travaillent beaucoup sur ces sujets-là, sur de l'oralité, sur l'anxiété chez l'enfant, parce que quand ça coince à 5-6 ans, on peut aller creuser sur l'anxiété. Et là, je sais que je manque de billes. En fait, à chaque fois, ça me permet de me noter, de me dire, là, tu manques de billes, là, ça coince. Donc, d'aller chercher des pistes et du coup, d'aller chercher des formations. Il y en a pas beaucoup en France, franchement. Je crois que il y en a même, il y en a des très bien qui sont souvent destinés à, ça c'est un gros problème, qui sont souvent destinés à d'autres professions et nous avec notre profession on n'a pas assez. Donc après, sinon je vais sur des formations canadiennes, anglaises, etc. Et oui, en fait, je me dis juste, bah c'est pas grave, tu vas apprendre. Et du coup, je me note les points, je vais chercher des formations, j'en parle avec mes collègues. Enfin, je vis pas du tout ça comme un échec. Moi, je veux dire, on peut pas tout savoir. Je pense que pour moi, un professionnel de santé, c'est au contraire, il doit pas se mettre dans une posture où il sait tout. Si tu sais pas, c'est pas grave, va chercher des solutions, renseigne-toi, forme-toi et t'apprends au fur et à mesure. Je partage totalement ton point de vue. Et juste on va bientôt arrêter le podcast, mais j'ai une question qui me taraude depuis le début. C'est dans la prise en charge de l'autisme, la première fois que tu as pris un patient autistique en charge, comment ça s'est passé? En fait, alors la prise en charge, quand tu fais ce qu'on t'explique quand tu prends un enfant TSA, de toute façon, les premières séances, c'est plutôt entre guillemets cool parce que la principale chose que tu vas faire, c'est du pairing. Du pairing, c'est quoi? C'est faire en sorte que l'enfant, il t'associe à quelque chose de positif et qu'il ait envie de revenir. Donc en fait, ta première séance avec un enfant TSA, bah, c'est de jouer entre guillemets. Donc c'est plutôt, c'est pas ça prend du temps. Je pense qu'il faut accepter que ça peut prendre plus de temps. Mais au final, c'est pas forcément déstabilisant parce que quand tu sais un peu dans quel ordre il faut aller, et en plus c'est des sujets, tu vois, la dernière fois j'ai encore appelé une collègue une orthophoniste qui travaille beaucoup avec les enfants TSA même, et du coup je l'ai appelée. Il faut se dire aussi que vu que c'est un milieu quand même où il y a pas forcément énormément d'intervenants, bah tu peux très vite décrocher ton téléphone pour demander des conseils. Donc au final, là, tu vois, je l'ai appelé, on a discuté, et en fait, de chaque conversation, t'apprends plein de choses. Donc non, la première consultation, bah, ça m'a pas. T'as un petit peu d'appréhension parce que tu te dis bon, est-ce qu'il y a pas quelque chose. Le mieux, c'est de le faire à domicile, parce que tu te dis est-ce qu'il y a pas quelque chose dans mon cabinet qui va pas lui plaire et où ça va partir en crise, et après il faut faire de la gestion de crise et du coup voilà, c'est pas génial. Mais sinon après tu sais hein, tu prends les petits trucs qui font des bulles, les trucs qui tournent, les trucs qui font de la lumière, etc. Et puis le but bah c'est de créer ce pairing avec l'enfant. Je sais pas, en fait j'aime bien quand c'est je crois que je sais pas, mais j'aime bien quand c'est un peu difficile, c'est chouette quoi. Oui, parce que je pense que c'est toujours un petit peu délicat. Bon, après, avec le fait que tu te formes, mais il y a la théorie et la pratique. La théorie et la pratique sont quand même deux choses différentes. Et quand tu arrives devant le patient, en plus, avec un trouble autistique, je pense que chaque trouble est différent, donc chaque enfant est différent, et il faut s'y adapter et trouver déjà gagner peut-être leur confiance, et ensuite aller sur le terrain que tu veux travailler, ce qui peut des fois paraître compliqué quand même. Enfin, en tout cas, sur les jeunes diètes qui nous écoutent, probablement.
Oui, oui. Après, tu vois, il y a le parent quand même qui est là et le parent, il est expert de son enfant. Donc, tu vois, aussi, ce qu'on fait, c'est qu'en amont, tu peux envoyer un petit message aux parents et dire, bah, voilà, quels sont ses intérêts un peu spécifiques. Et toi, tu fais en sorte, franchement, c'est assez régulier qu'avec mes collègues, on va acheter des petites choses pour plaire à tel enfant, à tel enfant. Tu vois, tu t'adaptes, tu fais des choses beaucoup plus spécifiques. Donc, rien t'empêche en amont, et c'est même l'idéal, d'échanger avec le parent, de se dire bon bah voilà, cet enfant-là, il a ces centres d'intérêt-là, et toi tu fais en sorte que quand il arrive, il y ait ce qu'il faut. Enfin, il y a aussi beaucoup ça. Souvent, en général, ils n'arrivent pas en première intention. Hein. C'est des patients qui peuvent être réorientés soit par des structures, soit par d'autres professionnels, et donc du coup, tu as déjà des bilans, tu as déjà des choses. Tu vois, tu pars pas à l'inconnu. Un enfant qui a un diagnostic posé de TSA, il n'arrive pas chez toi. Comme ça, sans qu'il y ait eu d'autres professionnels au téléphone, etc. Moi, même sans parler d'ailleurs au TSA, hein, je veux dire, il y a des enfants à 4 ans, c'est difficile, hein, et ils sont neurotypiques et franchement, c'est pas simple. Mais là, j'ai une collègue, par exemple, ergothérapeute, qui m'a appelée et m'a dit, bah voilà, il est plutôt comme ça, il aime ça, prépare ce type de jeu. Donc en fait, ça se prépare en amont. Mais voilà, il y a le parent qui est là. Je veux dire, le parent, il est expert de son enfant, donc on n'est pas. Mais oui, non, mais c'est vrai, c'est un élément que j'avais pas d'effectivement préparer la consultation avant, d'avoir tous ces éléments-là. Donc en fait, finalement, tu te sens déjà même toi plus à l'aise à aller sur ce terrain-là. Bah écoute, on arrive à la fin de cet épisode. C'était hyper enrichissant. Est-ce que tu peux nous donner, parce qu'on a vraiment beaucoup de jeunes diètes qui nous écoutent, nous, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'indications sur les formations exactes que tu as fait, si tu as des livres à recommander, si certaines diététiciens ou diététiciennes qui nous écoutent souhaitent éventuellement se spécialiser en pédiatrie. Voilà, est-ce que tu as des recommandations? Alors, moi, j'ai surtout des recommandations, donc formation en troubles de l'oralité. La première que vous pouvez faire, qui est ouverte aux diètes et qui est un peu connue en France et qui est bien, ça s'appelle Miam Formation. D'ailleurs, ma collaboratrice avec qui je travaille l'a faite aussi, elle est chouette. Donc ça, c'est Miam Formation qui est vraiment bien. Après, vous avez pas mal de formations anglaises. Donc pour ceux qui parlent anglais, bah, vous pouvez aller vous diriger vers la SOS Approach, vers Top Tools. Il y a pas mal de choses sur ces deux systèmes-là. Et après, vous avez l'organisme Oseo Formation qui fait aussi des choses alors spécifiques aux enfants TSA, mais finalement il y a énormément de choses qu'on apprend avec les enfants TSA en oralité qu'on peut après appliquer sur des enfants typiques, on va dire. Donc ça, on peut aller aussi vers cet organisme-là. Moi, je sais que là, je vais aussi me former avec Florian Saffer sur toute l'approche familiale parce que c'est très très pertinent. Et déjà, ça fait pas mal. Des livres, sincèrement, aujourd'hui, il existe des livres pour les parents, mais pour se former. Moi, aujourd'hui, je me dis une jeune diète qui veut mettre un premier pas en oralité, elle peut aller chez Miam Formation. Déjà, ça fera un premier contact. D'accord, super, merci. On peut te retrouver aussi, du coup, toi, sur ton Instagram, solène.nutrition.enfant. Et tu as aussi, du coup, un podcast qui s'appelle Bon appétit les petits. Exactement, que je fais avec mon associé dans le cadre de notre entreprise, la cuisine des petits, et qui est orienté énormément sur sur ces sujets-là, sélectivité alimentaire. D'ailleurs, si vous êtes jeune diète et que vous voulez l'écouter, vous allez apprendre pas mal de choses aussi sur des conseils que vous pourriez donner. Si un patient arrive chez vous avec une alimentation un peu sélective, que les parents savent pas trop quoi faire, bah déjà vous aurez pas mal de pistes sur le podcast aussi. Super, super. Et c'est quoi un peu la suite pour toi? Il y a des... Oh, il y a plein de choses. La suite pour moi, bah déjà on doit écrire un livre. On a signé un livre avec Flammarion, donc on doit écrire un livre. Continuer à développer la cuisine des petits pour toujours faire grandir l'entreprise. Moi, je vais poursuivre mes consultations au cabinet et puis certainement horizon 2025 aller faire quelque chose pour les professionnels, pour toutes les diètes qui cherchent à se former en oralité. Pour les diètes qui nous écoutent, on a une bonne nouvelle pour celles qui sont membres de mon suivi diète et pour celles qui ne le sont pas d'ailleurs aussi. Il y a une masterclass à venir avec toi en octobre. La date sera donnée à la rentrée, mais il y aura une masterclass avec toi de fait.
En tout cas, merci beaucoup Solène, merci d'avoir pris de ton temps. Je sais il est précieux. Donc merci d'avoir pris ton temps pour être là. Je pense que sincèrement, ça va aider beaucoup de jeunes diètes. Je pense que tu as eu un discours rassurant, dynamique aussi. Donc ça c'est communicatif pour nos jeunes diètes et vraiment merci du fond du cœur. Merci beaucoup à toi. Merci à vous d'écouter ce podcast et vraiment, c'est ce que j'essaye de transmettre. Allez-y, lancez-vous. Moi, quand je me suis lancée, je me rappelle la première chose qu'on m'a dit, c'est bouché, laisse tomber. On m'a dit ça. Et en fait, et là quoi, 2 ans après, c'est un chiffre d'affaires à 6 chiffres que je vais faire. Donc en fait, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, lancez-vous, croyez en vous et vous allez y arriver. Bien sûr, vous allez y arriver. Ouais. Super. Merci beaucoup Solène. Avec plaisir en tout cas.